Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Alors si tu dois aller au petit coin, C'est possible. Je pourrais te le dire franchement. Oui, tu peux me le dire. Parce que c'est possible. Tu veux? Je dois pas, là. Non, pas là, d'accord, tu me dis. Mais dès que tu veux. Ça m'arrive, j'ai dû sortir de scène il n'y a pas longtemps parce que je devais, mais je suis un peu presque toute seule. Hein. Mais c'est pas vrai. Oh oui, c'est arrivé. Non mais attends, c'est-à-dire au bout de combien de temps? Je pense au bout de 15 minutes. Donc tu commences le spectacle. Oui, et je commence. Et pourtant, je vais avant parce que c'est un de mes trucs, tu vois, de me dire il faut que j'aille faire pipi, on ne sait jamais pourquoi. Mais j'avais bu beaucoup d'eau cette journée-là. Et voilà. Donc, c'est arrivé 2 jours de suite. Hein. Le premier jour, je dis à l'équipe, parce qu'il y a un moment où j'ai un changement, je dois faire pipi. Ils préviennent, j'ai un comparse sur scène, il le prévient, il lui dit, ça fait un petit peu plus long. Et la billeuse qui est là ne me donne pas l'information comme elle l'a reçue. Et au lieu de me dire, Thomas va prendre un peu de temps, vas-y, elle me dit, t'inquiète, je te couvre. Sauf que la billeuse ne peut rien faire. Donc je lui dis, mais non, je vais remonter. Et moi je me dis, mais Thomas est si long aujourd'hui. Et je suis si pressée, que faire? Eh ben, je suis restée comme ça jusqu'à la fin. C'était chouette, il y avait une standing, mais j'étais là, je n'en pouvais plus. Je savais plus si je devais presser, pousser. Je savais plus aspirer, resserrer les fesses, travailler le périnée. Je ne savais plus comment il fallait faire. Mais du coup, ça t'embrouille dans ton texte ou pas? Mais c'est par vague, hein, tu sais, il y a des moments où tu y penses, puis tout à coup tu t'arrêtes, ça va. Et le lendemain, c'est encore arrivé. Et là, j'avais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais non, trop de sport. Et j'ai bu trop. Et voilà, il faut arrêter à un moment donné vers 17h. Ouais. Et là, je savais, j'avais visualisé les toilettes, je suis partie. Et il y avait un régisseur du théâtre qui était là à l'intérieur. J'étais là, dégagez, s'il vous plaît, je dois y aller. Allez. Il est ressorti avec son petit pantalon dans les mains. Oh, oui, allez-y, pardon. Et j'ai fait ma petite affaire. Je suis revenue en remettant mon t-shirt. Et voilà, les gens n'ont rien vu. Waouh! Bravo. Mesdames et messieurs, c'était Virginie Hoc. Nous recevons. Je me suis pas présentée. Voilà, bonjour. Virginie Hoc. Bonjour, merci d'être là. Plaisir. Ça me fait plaisir. Franchement, je suis super contente de te voir aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi. Et c'est vrai que cette histoire d'avant monter sur scène, je l'ai vécue. On le vit tous. Ce petit pipi de début. Oui. Mais c'est quoi? C'est la petite panique? Moi, c'est ma petite, il faut que toutes les choses soient bien faites. On nous a quand même toujours dit, la magie de la scène, il ne peut rien vous arriver. J'ai quand même déjà eu une gastro, la magie de la scène, ça n'a rien fait du tout. Il y a longtemps, hein, parce qu'on dirait comme ça que j'ai dit que des problèmes quand je joue, mais non, c'est 3 fois dans ma vie. Alors, ça veut dire gastro sur scène, au moment de jouer, ça n'a pas disparu? Non, pas du tout, ça c'est pas vrai. J'ai jamais eu la rage dedans, mais je suis pas sûre que la magie de la scène fait que tu n'as plus mal. Je sais pas. Voilà, la magie de la scène, c'est comme un mythe qu'on nous a toujours raconté à l'école, au conservatoire. Magie de la scène. J'ai joué, j'ai perdu mon enfant, mais j'ai joué le soir même. Bon, quand même, il y a des choses. J'aime beaucoup le théâtre, mais peut-être rester avec ma famille ce jour-là. Il y a plein de trucs comme ça qu'on nous apprend, qu'on nous dit, comme quoi c'est avant tout le spectacle, et c'est vrai, on fera tout pour que ça soit parfait. Mais il y a toujours un moment où notre corps se rappellera à nous, puisqu'on est juste humain. Et comment, tu as su que tu allais faire de la scène? Tu l'as su dès petite, j'ai l'impression. Oui, j'ai été valorisée par ça. Je pense que justement, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle et avec les adolescents. C'est une chose à laquelle je pense souvent, c'est que j'ai eu cette chance d'être valorisée. À un moment où quelqu'un vient dans notre école et on nous donne quelque chose, un outil, et on se dit, tiens, ça me correspond, j'aime bien. Et là, tu te rends compte qu'il y a une magie qui s'opère, tu apprends bien tes textes, alors que, les calculs, les trucs comme ça, c'était moins ton truc. Une valorisation. Mais on en a tous besoin. Je crois qu'il est important de valoriser les enfants. Ils te font un dessin, tu trouves que c'est quand même spécial, il manque des bras, des doigts, il manque un peu de tout, mais c'est joli, mon chéri. Oui. N'allons pas casser dans l'œuf le désir, c'est de la créativité. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Et qui t'a valorisé? Est-ce que tu te souviens de ce moment? Oui, je me souviens de tous les gens qui m'ont porté à un moment, toujours. Après, je l'essaie presque plus jamais, parce que j'ai toujours peur d'en oublier, et que je sais que si les gens écoutent, ils sont toujours déçus. Parce qu'ils font partie de cette aventure et on dit, mais moi aussi, à un moment donné... Mais sans les citer, non, mais je peux plus la famille ou plus à l'école ou plus...
les activités extrascolaires. Oui, c'est ça. Je crois que c'est donc Didier Cabès, qui est un professeur de diction, déclamation pour les petits, qui vient à l'école. Il nous donne un texte pour la fête de fin d'année. J'apprends ce texte avec engouement. Ma petite maman me fait répéter. Mon père trouve ça chouette parce qu'il fait du théâtre amateur, mais Oui. je ne vais jamais le voir. La seule fois où j'ai été voir un spectacle, on m'a sorti parce que je rigolais entre les trucs. Parce que Ok. je me souvenais de Denise Gray. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors attends, ça me dit Denise quelque Gray, chose. c'est une vieille comédienne, Oui. et puis c'était une publicité où elle disait qu'elle n'osait plus rire au théâtre parce qu'elle avait peur que ses dents se déchaussent ou tombent. Mais grâce à Stéradent, ses dents tenaient bien et elle riait à gorge déployée. Et j'avais vu cette pub, donc quand il fallait pas, je faisais ah. Ma mère a dû sortir avec moi et c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Donc faire c'est pas forcément avec... t'allais pas voir ton papa ou... Non. Ouais. Non, je crois que c'est l'idée, l'effet de répétition, l'idée de troupe, c'était ça. Et à quel moment tu montes sur scène pour la première fois? À 8 ans, pour faire un spectacle qui s'appelle Anna et À le clown 8 ans. lunaire. Ouais. L'âge de Billy, Oui, ta c'est fille. ça. Elle a 7 ans. Mais 7 ans, elle a je sais pas 7 ans, si pardon, oui. Ouais, c'est là, c'est vraiment là, et c'était chouette. J'avais un caleçon fleuri, une chemise à carreaux, une grande cravate. J'avais des longs cheveux, on m'avait mis des fils de fer dans les tresses. Et puis là, j'ai vu ce que ça provoquait chez les gens, le rire, et je trouvais ça chouette. Les vieilles madames qui me pinçaient la joue. Ouh, c'était drôle. J'ai bien aimé qu'elle me pince la joue, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai dit à mes parents en sortant du spectacle, j'ai envie de faire du théâtre, sans savoir que c'était un métier, hein. Mais je trouvais que l'exercice était chouette. Mon père m'a dit, termine ton coca, on verra après. Et j'ai terminé mon coca, mais ils m'ont inscrit à l'académie, qui est les choses qu'on peut faire en Belgique après l'école. Il y a cours de danse, cours de solfège, tout ça. Donc ils m'ont inscrit à tout ça. Et voilà. Et à quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier, je vais gagner de l'argent avec, je vais payer mon loyer avec? Ça, je sais pas. C'est plutôt arrivé dans mon désir de faire peut-être le conservatoire. Sauf que on m'a tellement rappelé qu'il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus. On nous le dit tout le temps. Tout le temps. Moi, mon père m'a vraiment... donc ils m'ont pas empêché. On m'a jamais dit, en tant que femme, ça allait être difficile, mais on m'a toujours dit que le métier allait être difficile. Donc, j'ai passé l'examen de l'entrée du conservatoire sans savoir que ça pourrait marcher. Je me suis toujours vue en deçà des gens qui étaient en face de moi. Toujours que je corresponds pas à la jeune première ou à l'idée qu'on peut se faire de tous les textes qu'on va travailler. On travaille du classique. Et surtout, le conservatoire, comment parce que tu vas étudier des textes classiques, comme tu le dis, mais à quel moment tu vas travailler le rire? Comment tu te dis? Le rire, je l'ai mis de côté. En fait, quand j'étais à l'académie, à ces cours, j'avais de très très beaux points. On m'appelait 99%. Parce qu'on avait des examens, il y avait des jurys extérieurs qui venaient et du coup, on nous mettait des cotes et j'étais dans mon élément. Et puis en arrivant au conservatoire, j'ai toujours eu cette conscience qu'on était toujours le plus petit de quelqu'un. Donc j'ai jamais, mais encore maintenant, hein, je suis pas du style à jouer des coudes ou à parler un peu plus fort pour qu'on m'entende. Non, au contraire, si justement il y a plein de comédiens, je vais être plutôt calme et je sais qu'il y a un moment où je pourrais faire mouche parce que j'ai écouté les gens. Mais voilà. Et donc arrivé au conservatoire, l'humour, il me semblait que c'était vraiment pas la place. Premier jour d'école, de cours, on fait un tour de table avec tous les élèves qui ont réussi. On est quand même, je crois, on était 500 à présenter cet examen. Ouais. Quand on m'a appelé, j'avais réussi. Je savais que c'était pas fait, quoi, la série. Et puis voilà, elle nous fait un tour de table, la prof, et elle nous dit pourquoi le théâtre. J'écoute tout le monde, puis je dis, moi, j'adore ça, hein, je trouve que c'est vraiment génial, mais je crois que si je dois mourir de faim ou bouffer des pâtes tout le temps, il y a un moment, vraiment, j'arrêterai. Et elle m'a dit, vous pouvez déjà sortir, alors. Et là, tu te dis, c'est mort. Et je me suis dit, Mais c'est... il me semblait que c'était bien d'être honnête, de dire qu'on aimait bien, et qu'à un moment, si ça fonctionne pas, et c'était pas comme ça, c'était corps et âme, il fallait aimer ce métier. J'ai été très, très malheureuse la première année au conservatoire. Parce que le conservatoire a ce mot de conservateur. Donc, on ne fait pas naître les énergies, on ne fait pas naître les tempéraments, on apprend. Peut-être, et c'est bien de l'appréhender comme ça, on apprend des fondations. Donc, on ne va pas chercher qui vous êtes, on va juste vous dire, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui existe depuis toujours, voilà comment nous faisons,
Voilà comment nous jouons, parce qu'il y a quand même, de toute façon, ce sont jamais que des comédiens qui nous donnent cours, ils ont envie de montrer aussi l'étendue de leur talent, mais c'est plutôt, il va falloir oser un moment, et c'est très difficile. C'est difficile. Moi, j'avais essayé aussi, tu sais, j'ai fait une école de théâtre, mais dans l'optique, j'avais envie de rentrer à la Comédie Française. Je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de rebeu. À l'époque, je me dis, allez. Et c'est vrai que ça m'a dérangée. J'étais malheureuse de faire ça, en fait. De faire cette formation pour pouvoir aller ensuite au conservatoire. Donc, j'ai arrêté rapidement parce que ça ne me correspondait pas. Mais parce qu'on ne te valorisait pas. Et on me valorisait pas. Et j'avais l'impression d'être nulle, de rien comprendre. Et j'avais tout de même envoyé un CV pour faire de la figuration à la Comédie Française. Tu sais, il y avait besoin de plein de figurants. Je me suis dit, bon, au moins j'aurais mis les pieds là-bas pour pas, vivre sur un petit regret. Oui, c'est ça. Tu vois, juste pour aller là-bas. Eh bien, ils m'ont jamais répondu. Voilà. Donc, j'étais assez déçue. Laissons ça en suspens pour celui qui écoutera et qui dira non, on le fera plus jamais. Promis qu'on va, on répondra. Merde, Michel, t'as pas répondu à la lettre parce que les mails à cette époque-là. Mais finalement, mais c'est ce que je ressens en te voyant à chaque fois dans tes projets. Tu t'écoutes, t'es aligné avec toi-même. Mais je suis pleine de doutes, mais j'ai choisi la liberté, et parfois la liberté, elle a un prix. Je suis assez solitaire, pas seulement dans l'idée de faire du seul en scène, je suis solitaire dans les équipes. Je n'ai pas l'impression de faire partie d'un groupe. D'une bande, d'un groupe. Non. Alors, j'adore ça, je suis faite, c'est pas que je ne veux pas, je suis faite pour ça, mais à chaque fois, je me dis, c'est peut-être le même effet que le conservatoire, je me dis, ah non. Peut-être que mais moi je sais pas faire ça. Pourtant, tu t'intègres, mais totalement. Ah oui, super. Mais moi, j'ai un esprit scout. En Belgique, c'est un truc hyper important. En Belgique, si vous avez fait scout, vous tomberez toujours sur quelqu'un qui s'appelle Akela, Baguera. Et là, tu fais, t'as fait des scouts, c'est génial. Ici, c'est pas tellement le cas, mais je suis une bonne... T'es une bonne camarade. Ah oui, je suis sûre. Et dans tous les... t'es assez caméléon. Que tu sois chez Vendredi, tout est permis, ou un film avec Fabrice Eboué, mais que c'est l'opposé. Et tout le monde te kiffe, tout le monde t'adore, tout se passe bien à chaque fois. Mais humainement, oui, j'aime bien les gens, j'aime vraiment bien. Je suis pas une petite souris ou bien un hamster dans sa cage dans sa roue, non. Oui, t'aimes bien le groupe, t'aimes bien les gens, mais tu vas pas t'éterniser dans le groupe. Eh ben, je sais pas pourquoi j'induis ça ou pourquoi, j'ai déjà eu des propositions et à chaque fois je dis, non, je vais pas faire comme ça. Et après, c'est très dur, j'ai vraiment du mal à dire non parce que c'est pas que j'aime pas les gens, c'est peut-être parce que j'ose pas ou que je me dis, je sais pas, parce que je vais être à l'aise. C'est dans les choix, c'est toujours dans les choix. Là, je vis encore des choix où on me propose un truc, où je me dis, je vais me poser, là, j'aurai rien à faire. J'ai été choisir encore un truc où je dois faire l'adaptation d'une pièce. Il va falloir créer 1000 trucs. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans le truc plus difficile. Est-ce que tu as besoin de remplir ton agenda ? Est-ce que s'il y a un vide, ça te fait peur ? J'ai pas peur du vide dans mon agenda, mais j'ai la conscience qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain et qu'on est vraiment maintenant en plus dans une tourmente au niveau du spectacle où on a vu que les choses étaient difficiles, qu'on est nombreux. Vous vivez en plus dans une ville où vous avez des horaires, il y a 3 horaires. On ne fait plus, on n'aide plus, on ne porte plus, on n'appuie plus sur le clou. C'est au suivant, c'est la chanson de Brel, quoi. Oui, quand tu dis aux horaires, c'est pour ceux qui nous écoutent, il y a un spectacle à 19h. Ensuite, il faut vite enlever le décor. Il y en a à 20h, à 21h. Il y a des spectacles à... Je crois qu'il y a des comédie clubs, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de décor. Oui, vous avez à 23h. Tu peux jouer à 23h. C'est... C'est New York, hein. C'est ça. Donc, telle est que ma volonté n'était pas de venir à Paris à tout prix. C'était pas mon dessein. Je m'étais dit, je jouerais dans un théâtre en Belgique et c'est ce que j'avais. C'est-à-dire que j'ai pas eu la folie des grandeurs et je ne l'ai jamais. Mais j'avais envie de faire ce métier parce que je l'adore vraiment. L'interprétation, la création, l'être en groupe, c'est vraiment, mais j'en ai besoin. J'adore créer, inventer. Oui, t'adores créer, t'adores jouer. Mais c'est vrai que mais tu bosses beaucoup, tu fais en sorte d'avoir des projets, tes spectacles se suivent bien, et tu habites en Belgique. J'ai acheté pour ceux qui nous écoutent encore, ouais. Je suis gênée. Si les gens écoutent et qui prennent souvent le Thalys, c'est pas de ma faute, ils sont en retard. Soyez pas
Ah ben, Et tu viens à Paris, à quelle fréquence tu viens à Paris? Bah là, j'étais là avant-hier, je repars tout à l'heure, je reviens vendredi. Oui, Mais comme 1 j'ai heure et un quart, enfant, j'ai comme on dit. envie de ne pas me tromper quand je vais chercher mon enfant à l'école, prendre un petit garçon à la place d'une petite fille parce que je ne sais plus ce que j'ai fait et ce que j'ai enfanté. Donc voilà, je fais attention à ça. Et t'arrives à gérer ton emploi du temps de maman, Oui, j'ai l'impression d'artiste? parfois d'être au cirque et de faire tourner des assiettes sur des baguettes. Tu vois, et tu te dis, putain, laquelle va se casser la gueule? Mon couple? Oh, je le vois pas beaucoup, il faut absolument que je fasse Ouais. une sortie. Mon enfant? Oh, mon enfant est un peu bizarre en ce moment. Oh, je fais pas de sport, qu'est-ce qui se passe? Mes copines, je les vois plus. Ma mère, j'ai plus qu'elle. Mon travail est important. De temps en temps, je me dis, oh, je m'en fous. Mais non, je reprends le dessus et hop, je refais tout dans les assiettes. C'est tellement ça. Et comment tu fais pour gérer tout ça alors? Bah, j'y arrive, je pense que... Oui, j'y arrive. De toute façon, cet enfant, nous l'avons fait à 2. Je me souviens très bien, j'ai eu un orgasme, c'est peut-être le seul. Non, j'en ai eu plusieurs. Mais donc voilà, mais lui, il est pas comédien, lui, il travaille dans le cinéma, il construit des décors. Donc là, par exemple, moi, ça se calme un peu, et lui est parti pour 2 mois pour un film. Donc on fait les choses comme ça. Mais je suis profondément femme, avec tout ce qu'on nous a inculqué de bon et de mauvais dans l'idée de gérer une famille. Ça vient de moi, ça vient de ma mère, où on pense pour tout le monde. Ce matin, voilà, on n'a pas sorti les poubelles. Et à quel moment tu te dis, je vais monter toute seule sur scène pour faire rire? Je me le dis pas. C'est toujours les gens qui me proposent des choses. Je trouve, sur mon parcours, c'est toujours des gens qui me disent, tu ferais pas ça? Oh oui, d'accord. Souvent, mon cerveau a envie de dire non, mais ma bouche dit oui. Et t'es pas déçu finalement? Tu Non, dis, je j'ai suis pas bien fait d'y déçue, aller. mais j'ai tout le temps peur. Donc voilà, on est inconscient. Ce métier, il faut être inconscient pour faire ce métier. Sans ça, tu n'y vas pas. On connaît la difficulté, oser. C'est terriblement difficile. Hier, je faisais un gala, et quand on est quelque chose qui fonctionne ou pas, on est tous là avec notre stress de se dire, est-ce que ça va fonctionner? Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ce sont des gens toujours différents. Et ce que j'aime moins dans les galas, mais qu'il faut parvenir à faire, d'où l'effet de troupe est important, c'est quand ce sont des entités où chacun a sa petite partition, personne n'est vraiment ensemble, alors que nous œuvrons pour la même chose. Donc il faut absolument, c'est pour tous les jeunes comédiens qui veulent faire humoristes ou que sais-je, aller voir les autres. Nous avons tous le même trac. Et je vous jure que quand vous portez celui qui va passer avant, vous allez vous sentir mieux. Et vous allez valoriser la soirée que vous allez proposer et vous sentir mieux. C'est le regard des autres est toujours horrible. Et hier, on a réussi à fédérer ça, et c'était vraiment chouette. Parce qu'on s'est intéressé au travail de l'autre, à la personnalité, au lieu de se dire « j'espère que ça va aller, mon truc va bien se passer ». Et alors, c'était un gala, c'est quand les humoristes passent les uns après les autres. Oui, c'est ça. Là, voilà. C'était pour la FBPH. C'est une fédération qui s'est ouverte pour les humoristes. Il faut savoir, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais nous n'existons pas en tant qu'humoristes. Il y a des fédérations pour le théâtre classique, tu as des pour l'art de la danse, l'art de la parole, pour les opéras, tout ça existe. Mais l'humoriste n'existe pas. L'humoriste est le parent pauvre de la culture. C'est-à-dire que nous sommes là en permanence, on a besoin de nous tout le temps. On nous appelle pour les radios, pour aller ponctuer un fait divers, une nouvelle. On a besoin de nous, mais nous n'existons pas. Un humoriste, c'est rien. Humoriste, on est dénigré souvent. C'est pas la meilleure chose, humoriste. Eh bien là, il y a une fédération, c'est Vincent Taloche, donc des frères Taloche qui ont créé ça. Parce qu'en effet, dans les lois, nous n'existions pas. Il n'y a rien pendant ce Covid qui nous représentait dans notre difficulté de créer, de travailler, simplement de vivre. Et il a réussi à faire ça. Donc il monte ça pour pouvoir nous protéger finalement, nous valoriser. Nous valoriser. Donc dans cette structure, vous pouvez aller voir des avocats, vous pouvez suivre des formations, on peut vous aider à construire votre spectacle ou à vous montrer le chemin pour le faire, ce qu'on fait dans plein de domaines de la culture. Mais nous, c'est vrai, c'était dénigrant. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'y ait pas pensé, qu'on s'est toujours dit « ah oui, c'est vrai, je fais de l'humour, c'est nul ». D'ailleurs, quand on dit à un comédien « vous êtes humoriste », tout de suite on se défend en disant « moi j'aime mieux qu'on dise comédien ». Parce qu'il y a quelque chose que nous incitons nous-mêmes. On est un peu gênés d'être catalogués dans quelque chose du roi, et faire voilà. Rire, c'est pas très chic, pas très classe si on veut faire un peu de cinéma. C'est ça. Ouais. Ah.
Et donc, c'est une association. C'est une fédération. C'est une oui. fédération. J'invite d'ailleurs à aller, tes auditeurs à aller voir parce que il y a des Français, il y a des Belges, mais ça nous représente, nous, dans la structure et dans le travail que nous proposons. Et c'est pas simplement du seul en scène, c'est aussi de l'art visuel, d'humour, tout ça est représenté. Donc, à partir de maintenant, nous existons. Et pourquoi je suis pas au courant? Mais parce que ça vient d'arriver. C'est tout nouveau. Et Vincent a créé ça pendant le Covid parce que justement, il y a plein de gens qui étaient aux abois et que qu'est-ce qu'on faisait, nous, le droit passerelle. Enfin, nous, ça a été différent, mais il fallait être en société pour pouvoir en bénéficier. Mais j'ai beaucoup de copains qui sont restés sur le carreau. Donc là, tout à coup, on peut vous proposer de l'aide ou en tout cas vous guider. Ouais. Ok. Ah, c'est super. Écoute, FBPH. FBPH, je vais vraiment m'y intéresser et diffuser l'info à tous les collègues stand-uppers, humoristes. Et est-ce que tu te souviens de ta première scène où le public est venu pour toi, la première? Oh oui, je me souviens, c'était pour mon spectacle Dis oui. C'est un spectacle que j'avais créé, justement parce que j'avais terminé le conservatoire. Après le conservatoire, je voulais pas quitter le conservatoire, j'avais trop peur d'aller dans la rue. Donc je voulais refaire après un prix supérieur. Ah oui, tu vois, mais il y en a souvent comme ça. Moi aussi, j'étais bien à l'école de théâtre. Et dès qu'on dit, non, mais c'est bon, ça y est, il faut partir. Vous l'avez, votre premier prix. Oh, vous savez, je n'ai pas bien travaillé. Je vais peut-être encore un petit peu rester. La flip de... Mais c'est peut-être parce qu'on n'apprend pas que l'école n'est juste un passage, que c'est une école et un outil, et que la vie, elle se passe après. Donc il faut conseiller à tous ces comédiens, humoristes, d'être curieux et d'aller voir plein de choses. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut pouvoir... le mime, on a l'impression que c'est pas glamour, utiliser le mime. L'impro, c'est nul. La commedia dell'arte. L'impro, ça devrait être obligatoire, même si tu fais pas du stand-up aussi. On m'a dit, l'impro. Ouais. Ça, non, l'impro, c'est pas... Non, faut pas faire de l'impro au conservatoire. Et puis, tout à coup, j'ai un copain qui m'a proposé ça, mais j'ai excellé, j'ai été championne du monde. Mais juste parce que j'ai rien compris des Québécois, alors j'ai fait un personnage très positif, et j'ai eu une étoile. T'as eu beaucoup de prix, hein? J'ai eu des prix... Tu les mets, t'as mis les médailles, les prix sur une étagère, ils sont où, ces prix-là? Ça, je conserve pas les choses. Non. Non. Et c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais moi je me sens toujours plus petite que quelqu'un, mais finalement t'es première souvent. Oui, vois, mais c'est drôle. juste toujours. Je crois que c'est parce que je m'amuse, que c'est pas une volonté d'être la première, parce que c'est comme un buffet. Je préfère encore passer en cuisine et demander s'il reste un quignon de pain que de me battre pour aller chercher un sandwich. Et alors revenons à la première fois. C'est ça. Donc après le conservatoire, on nous a fait faire un spectacle dans un théâtre bruxellois, le théâtre de Poche, qui a... je le connais pas celui-là. Il est dans le bois de la Cambre. Okay. Et c'est toujours des sujets un peu difficiles. Ça peut parler de la drogue. C'est une autre façon d'aborder le théâtre. On a fait le spectacle. Il y avait un directeur de théâtre qui m'a dit super, tu devrais faire un truc toute seule. Toute seule, c'est-à-dire que j'ai jamais écrit. Et je lui ai dit oui. Mais j'ai proposé Madame Marguerite parce que je l'étais toute seule sur scène. Et il m'a dit non, il faut que t'écrives. Alors ça, j'avais l'idée de la personne qui écrivait, tu vois, tout seul, ça j'ai jamais fait. Et heureusement, je faisais la Ligue d'impro. Et comme c'est un super laboratoire, en fait, en faisant des impros, j'écrivais tous les jours. Donc j'ai trouvé le thème, et puis je me suis fait aider de Victor Schaeffer, qui est un super improvisateur en Belgique. Et là, on a créé le spectacle. Et donc ça devait être nouveau aussi pour lui. Oui, de prendre c'est ça. le stylo et de dire allez, on va donc, poser les choses. On filmait, j'avais un thème, c'était parti. Souvent, j'ai besoin d'incarner les choses. Il faut que je bouge pour pouvoir écrire. Maintenant que je me connais mieux, j'arrive à faire les choses en étant assise. Et tout de suite, je vois les personnages et je vois comment... J'ai toujours le début de mon spectacle et la fin. Là, pour le suivant, j'ai déjà la scénographie aussi. Ouais, je fonctionne comme ça. Tu n'as même pas encore fini celui-là, que déjà tu as en tête. C'est formidable. Mais après, je mets dans des petits carnets. J'ai beaucoup de petits carnets. T'as des petits carnets? Ouais. J'adore les carnets, j'en achète beaucoup et je les remplis pas tous, mais j'adore. Et les bics aussi, j'aime bien ça. Et t'écris quoi, les idées, les blagues? C'est pas des vannes que t'écris? Non. C'est une idée. Les vannes, elles viennent toujours avec le public. C'est-à-dire que, je sais, j'ai un rythme, donc je sais les images qui vont faire rire. Je fonctionne plus par tableau que par vanne. Et donc ta première fois? Et la première fois, donc on a écrit le spectacle, on a dû jouer à octobre, on devait le jouer 3 fois, on l'a joué sur 3 ans.
toujours dans ce théâtre Dans ce petit théâtre, non. Et tout à coup, c'était mes copains de la Ligue d'impro qui produisaient mon spectacle. Donc, tout le monde avait fait des affiches. C'était mon équipe, quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti le jour de cette première ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très, très bien passé. C'était un trac énorme. Mais ça s'est bien passé. Et je me souviens que j'étais avec un gars à l'époque et dont le père est un peu misogyne, je pense, et ne trouvait pas très intéressante. Il aurait préféré une avocate pour son fils. Et il est venu voir le spectacle et il m'a dit ah ben là je suis scotché. Non. Vraiment, ouais. Et j'ai eu mon premier papier dans Le Soir. Il était écrit « Une étoile est née ». C'est Monsieur Ancio qui avait écrit ça. Et quand je le vois encore, je lui dis « Oh, merci ». Vous savez que merci, je ne sais plus où est ce papier, mais je m'en souviens parce que c'était improbable, puisque c'était mon groupe d'impro, que c'est un tout petit théâtre et que voilà. Donc là, c'était tout de suite des personnages. C'était l'histoire d'une fille qui allait se marier et tous les personnages arrivaient. La mère prenait beaucoup de place. C'est comme si elle se mariait et à la fin, elle disait « Finalement, je vais pas me marier, maman ». Et la mère était effondrée. Donc c'était mon premier, voilà. Et à ce moment-là, quand tu lis cet article dans Le Soir, ce qui est très important, Le Soir, aujourd'hui même, dès qu'on passe en Belgique, on attend ce papier à chaque fois, c'est important. Effet, ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu te sens validée ? Non. Pas encore ? Non. Je ne me sens jamais validée, Amel. Aujourd'hui encore ? Encore maintenant, j'ai toujours l'impression d'être une perruque dans une soupière. Tu vois, c'est même pas le cheveu dans la soupe, c'est carrément la touffe, quoi. La touffe. Ah ouais, vraiment, je suis toujours là à me dire... Hein, ouais. Mais pourquoi ? Je me sens bien qu'avec le public. C'est-à-dire pendant 7h30 ? Je suis vraiment pleine d'empathie avec les gens, je suis hyper reconnaissante, je les aime bien. Je crois que si je pouvais les serrer les bras, dans mes bras tous les spectateurs, je le ferais. Je les trouve vraiment chouettes, j'ai un super public et j'aime bien ces gens. J'aime bien ma caissière aussi de mon supermarché, j'aime tous les gens avec qui je peux parler, simplement, normalement. Donc alors quand on dit valider, donc tu te sens validé de ton public, quand même. Ça, oui. Ce moment-là, oui, mais tu le sais très bien, que ça se passe bien, tu joues, tout va bien, tu salues, mais tout est remis à zéro juste après, puisque tu recommences le lendemain. Et c'est reparti. Donc, rien n'est jamais acquis dans ce métier. Est-ce que c'est fatigant, ça ? Je crois que c'est fatigant quand on n'a pas une bonne embarcation. On n'a pas le bon spectacle et qu'il faut le parler avec beaucoup d'énergie, ce qui m'est déjà arrivé. Ça veut dire que mon spectacle n'était pas assez construit et du coup, je devais m'époumoner à toujours être dans le dynamisme. Voilà. Heureusement, je l'ai. Heureusement, j'aime utiliser le corps. Avec ce dernier spectacle, je suis heureuse. Heureuse, vous pouvez même pas vous imaginer. Je pense que je n'aurais jamais dit ça parce que je suis honnête sur moi-même. Les précédents n'étaient pas complètement aboutis. D'accord, mais et pourquoi celui-là est beaucoup plus abouti ? Est-ce que finalement, tu t'es écouté plus toi, c'est ça ? Exactement. La vache. Parce que tu je t'es savais... écouté et pas trop de monde. Non. Mais pour tout, j'avais un sketch qui s'appelait La liste des courses. C'était un hit. Oui. Enfin, c'est toujours. Si j'avais écouté les gens, je l'aurais pas fait parce qu'on m'aurait dit oh là là, c'est hard, c'est trop, c'est trash, c'est cochon, c'est. Et sauf que moi, je sais bien que je suis pas quelqu'un de transgressif ou vulgaire ou voilà. Donc c'était plutôt la charge mentale, en fait. C'est les prémices de la charge mentale où tu dois tout faire, mais que personne ne t'aide. Et moi, je l'ai perçu comme ça. Ah bah oui, je l'ai pas du tout perçu comme un acte. Je vous invite à regarder La liste des courses. C'est un hit, c'est la folie, quoi. C'est tellement drôle. Et à aucun moment, c'est vulgaire, en fait. Non. Aucun. Non, vraiment. Après, je n'ai jamais, quand je fais, il est terriblement physique aussi, je ne pense jamais à ce qui se passe dans la situation. Je suis dans l'instant présent et j'incarne le personnage qui a la difficulté de faire un truc. C'est toujours comme ça, c'est de l'incarnation. Voilà. Donc, tu t'es écouté. Mais tu t'es écouté, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est intervenu au niveau de l'écriture ou la mise en scène ou pas trop ? Ah oui, la mise en scène, ça, moi j'ai besoin d'un metteur en scène. Je crois qu'on a besoin d'un metteur en scène, d'un regard extérieur pour nous pousser à faire un peu plus, un peu moins. Va ceci, là il me semble que c'est pas bien. J'adore. C'est un travail d'équipe pour moi le théâtre. Et dedans, j'ai ce spectacle a été créé le 19 décembre 2019. Donc juste avant, donc je l'ai joué. On l'a créé, on le joue. Ça fonctionne, mais de dingue. Et puis quelques mois après, on nous annonce qu'on ne peut plus jouer. Et là, moi, j'ai pas mal vécu ce confinement, mais j'ai eu une crise de doute. Déjà que c'est pas mon ami, le doute, j'en ai tout le temps. Et là, je me suis dit, en fait, les gens m'ont menti.
En fait, ce spectacle, il est nul et on n'a pas osé me le dire. Et j'ai tout cassé. Mais vraiment tout cassé en me disant, mais moi, je suis pas bonne. Il faut que je me fasse aider de quelqu'un qui sait mieux que moi. Et donc, j'ai retravaillé avec un co-auteur, très chouette, avec qui je m'entends bien. Et arrive le moment où on doit reprendre. Et là, je remontre ça à la productrice, au producteur, à la metteur en scène, qui sont heureusement très pédagogues et qui me font, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas mieux. Elle dit, non, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Donc, cette période, j'ai cassé tout mon travail qui était, mais nickel, que j'aurais pu peaufiner, tu vois, avec le public, à force de jouer, couper les choses, et j'ai tout recassé. Tout changé. Qu'est-ce que tu as gardé, finalement? J'ai gardé l'essence, mais du coup, comme les choses étaient écrites... Il y a des deux, du début et de ce que tu... J'ai gardé essentiellement le début, et puis je suis pas revenue à retomber sur mes pattes, mais à force de travail, donc on recommençait le spectacle, mais j'ai dû bosser tout ce que j'avais refait pour remettre. En fait, on pourrait se dire, mais pourquoi elle a pas repris le texte et qu'elle a refait la même chose? C'est juste que 3 mois, c'est long quand on vient de créer quelque chose, du coup, j'étais plus dans mes marques. Et donc... je l'ai recommencé en Belgique avant d'arriver à Paris. Il fonctionnait bien. Et puis, je reviens à Paris et on recommence le confinement. Et j'ai tellement nourri d'espoir sur ce spectacle parce qu'il est vraiment bien. Je savais qu'il ferait mouche auprès des gens. Donc, j'ai pas pu le montrer dans votre capitale. Donc, je suis partie en tournée. J'ai eu la chance de n'avoir aucune date de supprimée. J'en ai eu plus. Je me suis quand même aussi... autorisée à téléphoner à tous les directeurs de théâtre pour leur dire merci. Donc ma production n'en revenait pas parce que c'est rare, j'ai dit... Tu sais que ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc je pensais que c'était un truc normal de dire merci, mais je les ai appelés en disant allez, courage, franchement, si vous avez besoin, si ça se remplit pas parce que les gens sont frileux, j'essaierai de faire des stories, je pourrais faire des trucs et tout. Mais du coup, c'était rapport à l'humain, quoi. On en revient à ça, hein. C'est quelque chose d'important pour toi. À fond. Ouais. Et qui se perd, hélas. C'est à nous ça dépend que de nous. Je crois qu'on est plus fort à plusieurs. Je trouve que, par exemple, nous, en tant que comédiens, on devrait faire des petites vidéos pour tous les spectacles de nos copains. Je trouve que ça devrait être viral plutôt que d'avoir la course à l'échalote du mois vers mois. Dire... C'est quoi la course à l'échalote? La course à l'échalote, c'est toujours vouloir être le premier, aller très vite. C'est en rapport avec... Pourquoi l'échalote? Je sais pas, je peux te dire que on peut changer comme un oignon parce qu'ils ont plusieurs couches, mais la course à l'échalote, ça doit être un truc français. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire un peu pour toi, quelle est la différence entre un seul en scène et du stand-up? J'ai l'impression, mais c'est toi qui vas me dire, parce que toi, tu fais le stand-up plus... J'ai fait les deux. Seul en scène. J'ai fait les deux, et tu me dis si je me trompe, mais il y a un truc où tu dois être ou là, ou stand-up, ou seul en scène. Souvent, les stand-uppers vont dire le seul en scène, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de vannes. Le seul en scène va dire, oh, les stand-uppers, il y a trop de vannes, on ne rêve pas. Donc, et toi, t'arrives à mettre du stand-up, du seul en scène, de l'impro. Et t'as écrit il y a pas longtemps, je suis fière de ça. Oui. Je ne m'excuse pas. Non, je trouve qu'on est tous différents et que c'est un peu notre force et qu'on pourrait tous y arriver à partir du moment où on a notre propre identité. Ça ne sert à rien. Il y a eu cette mouvance aussi où Blanche Gardin a parlé de choses très personnelles et avec une façon de le faire, et tout à coup, plein de filles se sont mises à faire la même chose, sauf que ça n'a pas la même résonance. Parlons de notre centre à nous, et je crois qu'on pourra toucher plein de gens. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure le stand-up connaît la scène. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le théâtre est une structure et une fondation, et qu'à partir du moment que tu connais la scène, tu peux l'arpenter, mais la tête à l'envers, à droite, à gauche, avec un micro, sans ton micro, en étant assis, debout, couché. C'est simplement, je pense, la conversation avec les gens. C'est juste que je trouve ça... De mon point de vue, paralysant de ne pas pouvoir, de toujours rester... En fait, ça me fait penser à un fumeur, quand on pouvait fumer dans les lieux publics. Le premier geste qu'on faisait, c'était allumer une clope, un bouclier social. Et j'ai l'impression que ce micro est devenu ce bouclier social. Enlève-le, descends dans la salle, assieds-toi à côté de quelqu'un. Est-ce que tu seras toujours aussi à l'aise de faire une vanne ? C'est juste ça. C'est intéressant ce que tu dis, Virginie. On peut rentrer, tu vois, on est comédien. Quand on est sur la scène et tout, on sait... Allez, c'est nous qui invitons les gens, donc on est super chez nous. Rentre dans un spectacle d'un copain, assieds-toi.
tu vas pas faire le malin, tu vas pas oser l'invectiver donc c'est juste aussi sentir, trouver sa place et faire attention aux gens qu'on a en face de soi. Ouais, c'est intéressant, ouais. Peut-être que finalement, on se cache derrière ce micro. Ah, j'ai l'impression que c'est un bouclier social. Ouais. J'entendrai le son. Mais je trouve en parallèle aussi que ça donne un style. Il y a un truc un peu stylé, tu vois. Mais je crois qu'on peut trouver son style. Après, Ouais. je sais pas si je devais faire ça. C'est déjà des trucs auxquels je pense pour le prochain spectacle. Hein. Je pense à ça parce que je trouve que c'est génial d'essayer et j'irai bien et je vais faire sûrement ça, aller dans les comédie clubs. Parce que je ne critique jamais les choses que, voilà, je connais pas, j'adore apprendre. Et donc je le ferai. Tu es déjà allé dans des comédie clubs à Paris? Voir des spectacles, oui, Mais ou pas à Bruxelles. prendre le micro Non. 5 minutes ou pas le micro ou Non, mais c'est ça que je me demandais aussi. Je comprends. En fait, on peut pas bouger. Ah si! Mais tu peux pas incarner, faire un personnage tout à coup. Mais bien sûr! Mais parce que souvent, ce que je vois, c'est beaucoup de... Parce que dans le style suprême du stand-upper, c'est d'avoir le micro et genre, t'es tellement marrant que t'as pas besoin de bouger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est dans le dénigrant style. ou pas pour le reste? Est-ce Non. que c'est la même chose que, tu vois, au moment où on a fait du seul en scène différent, on s'est dit, c'est des sketchs de vieux? Non, parce qu'il y a heureusement des stand-uppers comme Gad Elmaleh qui vont dans les clubs encore, dans les petits clubs avec toute la nouvelle génération. Et tu sais très bien, c'est comme toi, Gad Elmaleh, il est très dans le corps. Donc il va faire du stand-up avec son corps, il se permet de bouger, de faire des personnages. En revanche, il va pas rester 5 minutes sur un personnage. Tu vois. Non, c'est ça, mais on C'est peut juste, l'effleurer. mais bien sûr, écoute, tu serais extraordinaire. Mais oui, je pense que j'essaierai ce Et l'exercice est drôle, il est vraiment sympa. Je crois que je vais parler de... Je crois que j'ai déjà un thème, en fait. Si j'essaye ça, ça serait... Comme je sens que mes règles vont disparaître un jour, je crois que je ferai une ode à mes règles. Oui. Et je voudrais bien garder tous mes protège-slips et que toute ma famille les honore. J'adore. Regarde, maman, regarde, c'est ta maman. Bientôt, ça ne sera plus à maman. Tout le monde, rassemblez-vous autour. Oh, maman a mal au ventre. Ah, chanson. J'adore. Oui, tu vois, voilà, t'as trouvé déjà le thème de tes 5... Enfin, l'exercice est difficile parce que c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Et là, tu me coacherais? Ah, mais avec plaisir. Oh, je serais ravie. Ah, je veux bien. Et je veux bien après, essayer. on revient et on en reparle. D'accord. Dans Dinguerie Room. Ouais. 5 minutes, ça va. Mais j'ai pas dit non, j'ai dit oui. Oui, canon. Oui, je veux bien. Et tu sais, ça ferait du bien, en fait, de voir... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans quand les même, comédie non clubs. Dans les comédie clubs. Ah. Très peu. Généralement, le line-up, généralement, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 filles sur 10. Donc, on a besoin de toi, Virginie. Oh oui. On a vraiment besoin de toi. Est-ce que tu te vois faire rire plus âgée, avec les cheveux blancs, une petite Écoute, canne? je sais pas, parce que je me souviens, mon producteur, que je devais avoir 35 ans, j'avais dit à 40 ans, j'arrête. À un moment, il faut arrêter, quoi. Tu crois à ça? Tu crois qu'à un moment, il faut arrêter? Je me suis dit ça, mais c'est toute la perception qu'on se fait, et c'est tout le chemin. Tu sais, les adolescents, maintenant, tu vois, moi, j'ai l'impression que je suis encore... Ben non, ça y est. Je fais partie de celles qui dansent dans le salon sur Beyoncé, et ils nous regardent. Ah non, ce loup, ah, j'adore pas. Voilà, je fais partie de ça. C'est juste, après coup, quand t'es à la position où je suis, je me dis, oh, je retournerais bien en arrière pour dire qu'en fait, c'était cool ce qu'ils faisaient mes parents, qu'ils étaient pas si vieux, en fait. C'est trop tard, c'est un passage obligé. On peut pas revenir en arrière? Oh, dommage. Donc ça y est, je suis dans le vieux. Ah, je suis dans le vieux. Tu crois ça? Tu crois qu'on doit arrêter à un moment donné? Je ne sais pas. Je verrai. Moi, j'aime bien bouger. Donc, je crois que je vais encore malmener mon corps un long moment. Mais jouer au théâtre et tout ça, j'aimerais bien. En fait, j'ai très envie d'être heureuse longtemps. Donc, ça passe par ça? Je sais pas. Je voudrais juste ça. Donc, je vais privilégier un moment... Ton bien-être Ouais. et le fait d'être Après, heureuse. je voudrais vraiment faire abstraction du regard des autres. C'est souvent les gens qui te placent dans une situation, dans une époque ou un moment. Il y a des gens, je trouve, qui arrivent très bien, comme Valérie Lemercier. On sait tellement rien de sa vie. Rien. Rien, elle fait un film, puis on la voit plus. Et tu sais qu'elle refuse On filme. de faire des captations. Ouais, il y en a aucune. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je sais pas très bien. De toute façon, je trouve que par exemple, le DVD, voilà, n'a
plus tellement sa place. Je sais pas, elle l'a décidé depuis tellement longtemps, elle doit avoir quelque chose. Ça, c'est une bonne femme Mais avec qui j'aimerais travailler. Oui. Ouais. Et ben Mais je sais écoute, pas si... Tu vois, il y a des gens que t'admires et tu dis, si je la rencontre, peut-être que... mais vous avez la même énergie. Il y a quelque chose de cohérent dans ce que tu dis. Le fait de travailler avec elle. Si elle nous écoute, Valérie... Valérie. Oui. Virginie Valérie. Oui. Allez, le Mercioc. Tu vois, ça fait déjà une affiche. Oui. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles d'une dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Une dinguerie, un truc un peu j'ai commencé déjà par ça. Je suis arrivée en te disant une dinguerie humaine ou physique. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai commencé par mon pipou. Le pipou. J'ai déjà vu la salopette qui craque à l'entrejambe. Comment ça? J'avais une combi et elle était un petit peu... Ou bien j'avais un petit peu pris, je ne sais pas. Disons qu'elle était ajustée. Et je fais cette fameuse liste des courses et je me retrouve avec les 4 fers en l'air à bouger dans tous les sens en faisant mes abdos. Et là, les gens rient. Ils riaient beaucoup. D'habitude, ils riaient, mais pas tant. Et là, ils riaient. Et je me dis, en repartant, en terminant mon truc, je me dis, j'ai comme un vent coulis à l'entrejambe. Et là, elle avait craqué, la salopette. Donc, quand j'étais les jambes écartées, j'avais quand même... Je n'avais pas le kikounou en face du spectateur, voyez-vous. Oui. Mais, parce que j'ai une superstition, je mets 3 culottes. Mais... Alors, attends. Tu mets 3 culottes. À chaque fois? J'ai 2 culottes. J'ai comme ma culotte à moi et j'ai ma culotte de scène de personnage. Et là, j'ai bien fait. Maintenant, j'en mets 14. Par-dessus, mais sur scène, pas dans la vie. Ah non, pas dans la vie. Ouais. Attends. Parce que tu... Je dois l'avoir. Mais pourtant, au cas où quoi? Je sais pas, moi. C'est marrant, ça. Ah oui, mais demande à plein de comédiens. Êtes-vous superstitieux? Ils diront non. Et puis, en fait, c'est vrai que je touche un petit peu du bois. Ouais. Mais c'est vrai que je touche toujours les rideaux de scène et que je me mouche dans le t-shirt de régisseur. Non, on a tous des petits trucs. Des petits tocs, des petites... Moi, j'adore rassembler les gens et de dire, n'oublions pas, si on s'amuse, les gens s'amusent. Et toute l'équipe, j'adore mon équipe avec qui je pars en tournée. J'adore ces gens. Ça doit être agréable de tourner avec toi. Viens. Ah ouais, je vais venir un jour. Mais oui, mais d'ailleurs, tu vois, on devrait faire ça aussi. Oui, mais il faut que tu dises un truc. On est un peu seul à chaque fois, je trouve. Mais moi, j'ai trouvé un subterfuge. Bon, maintenant, je peux vous le dire, l'exploitation est presque terminée. Dans ce spectacle, le secret a été gardé du thème, plus ou moins, et le fait que je sois plus ou moins seule sur scène. C'est-à-dire que j'avais une marionnette elle est hybride. Donc, c'est moi, vieille, et de grande taille. Et donc, j'avais ce personnage, donc ce qui a fait que, comme j'avais pas fort envie d'être seule, elle est arrivée. Bravo. Et c'est merveilleux parce que, et les journalistes, et le public, personne n'a parlé, n'a mis de photos. Ça a été notre secret. Et pour donc, avoir la surprise. Ouais. Et il y a une dame qui avait proposé le premier soir un hashtag nous on sait. Et donc, ça s'est... Nous, on sait. Oui, hashtag nous, on sait. Et les gens disaient, mais que savent-ils déjà que nous ne savons pas encore, qu'on aimerait bien savoir. Ça excite, ça donne en plus. C'était génial. Envie de venir. Mais c'est chouette, les liens, les secrets, les trucs. Oui. Donc, parce que c'est vrai, en promo, tu dis, j'ai une marionnette, les gens, oh non! Dégueu, une marionnette. Il y en a plein de préjugés, il y a toujours plein de préjugés, ou bien, je connais. Vous avez ça dans votre pays. Je fais un spectacle, j'ai déjà vu. Non, j'ai pas encore commencé. Je croyais. Parce que c'est blasé, alors que quand on va jouer en province, les gens, ils ont réservé leur soirée, ils se sont organisés pour les enfants, c'est la petite soirée, ils ont choisi dans l'abonnement. Il y a un truc de festif dans la sortie théâtrale. Oui, important, qu'on attend. Oui. Tu sais qu'il y a au moins 700 spectacles par jour proposés à Paris. C'est Avignon. À Paris, c'est Avignon. T'imagines? Oui, je sais. Exister là-dedans. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'au départ, je me disais, non, il y avait le Pariscope, et j'avais dit, non, je vais pas y aller. Quand je vois tous les spectacles, j'y vais pas. Et c'est parce qu'à chaque fois, on m'a dit, on va faire un showcase, et on va essayer, et que les choses sont arrivées comme ça. Est-ce que c'est dur de produire un spectacle à ton niveau, toi qui es pro et tout? Est-ce que on doit encore convaincre à chaque fois où on produit assez facilement? Là, j'ai des gens qui me font confiance. Ici, ils m'ont vraiment... heureusement qu'ils connaissent mon univers et que j'avais de l'expérience, parce que j'ai quand même voulu un décor, moi. J'ai un décor assez imposant, j'ai des tas d'objets, et j'avais envie de ça, j'avais envie de renouer avec du décor, puisque je venais du décor tout noir. Et j'avais envie d'un début, un milieu, une fin.
Je Et voulais ça une coûte de histoire. l'argent. Et voilà. Et donc, on veut bien vous le donner, mais il faut avoir confiance. Sauf qu'on a eu le Covid qui est arrivé, donc je donnais pas cher de ma peau. C'était la première fois que je me dis, ok, je suis en coproduction, j'y vais. Avec tous les spectacles que j'avais faits, je me dis, bon, c'est quand même normal. Et ben là, je me suis dit, oh non, oh là là. Et bon, heureusement, ça s'est bien passé. Et là, tu étais en coproduction. Oui, avec qui même me suivent. Bravo. Ouais, Pascal Guillaume. Mais parce que j'adore cette maison, ils font plein de choses différentes. Que ça soit du seul en scène, du stand-up. C'est une étape dès qu'on est en coproduction. Ça veut dire qu'on coproduit son propre spectacle. Ouais. C'est une vraie étape. Oui. C'est une autonomie. Une autonomie. Et encore, j'apprends dans le prochain, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'apprenne plus. Je suis un peu... je fais beaucoup confiance aux compétences des autres. Et un moment de grâce que tu as eu sur scène, une dinguerie, un truc fou. Je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, quand ton cerveau est bien dans ta tête et pas occupé de te scruter, c'est toujours magique. Quand tu sens que tu es fluide. Et que tu te regardes pas. Ouais. Parce que souvent, tu as des trucs, tu peux avoir ça et tu fais, oh là là, tu vas te tromper parce que je trouve que t'es pas concentré. Arrête de me parler. Quelqu'un qui te parle, et c'est toi-même qui te parle. Ouais. Ah, tu vois, et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Ouais. Mais c'est pas vrai, on est notre propre ennemi de temps en temps. Bien sûr, on peut se tirer des balles dans le pied. J'avais fait cette expérience au Jamel Comédie, au truc à Marrakech. Le Marrakech du rire. Oh là là. Tu trouves que c'est une scène difficile parce que c'est en extérieur, hyper difficile pour moi parce que d'abord on m'avait mis plein de restrictions. Alors comme je disais au début, tiens, j'ai pas l'impression d'être vulgaire et je faisais un truc sur les animaux et à un moment donné, je parlais des bonobos qui eux, pour régler les conflits, en fait, ils se disputent pas, ils font l'amour. C'est le seul primate qui a, tu vois, des orgasmes et qui fait l'amour avec monsieur, madame, messieurs, dames. Ils font des partouzes, vraiment. Et le fait que ce soit un pays musulman, on t'avait dit, fais attention. Mais déjà, comme je suis pas tu vois, que j'ai pas du tout envie de heurter ou bien voilà, je suis pas là en me disant, je m'en fous, rien à foutre. Ah oui, d'accord, ça ne se fait pas n'importe où. C'est-à-dire que je respecte vraiment les choses. Et là, pendant tout le truc, c'était horrible. Je me disais, peut-être que je dois pas bouger. Peut-être que je dois faire ça. Peut-être horrible. Je me suis dit, non, c'est fini, quoi. On peut pas, soit on prend les gens parce qu'on connaît leur univers, mais on leur demande pas de faire attention. Et c'était juste le truc où je faisais prac. Donc, je me disais, quand même. Mais tu crois que ça aurait choqué, vraiment? Enfin, je me rends pas mais compte. Là, on m'a dit pourtant, de faire attention. Je suis musulmane, mais il y a une telle jeunesse. Je sais pas. Ouais, bon, écoute. Voilà. On t'a dit de faire attention ou de l'enlever? Qu'il y avait des trucs. J'ai pas fait la liste des courses, par exemple. Ah ouais. J'ai fait un truc avec des animaux où je dis que j'adorais les animaux. Le pingouin qui va voir sa femelle en lui offrant un caillou. Enfin, sauf que c'est pas. Et donc, un moment de grâce sur scène. J'en ai plein, je crois. T'en as plein où justement tu t'es pas regardé ou. Quand tu surfes. Quand tu surfes. C'est joli, bien. ça, on l'avait pas encore dit, le surf. On avait dit quand tu voles, quand tu surfes. Tu prends bien la vague. C'est ça, tu vois, ouais. C'est vraiment ça, et que tu te dis, c'est chouette. Mais je l'ai avec ce spectacle, parce que j'ai bien travaillé, et qu'il est cohérent, et qu'il n'y a pas de temps mort, et que toutes les images sont là. Et puis je suis très fière, parce qu'il rassemble beaucoup de générations. Il y a un moment dans le spectacle où je demande s'il y a des gens qui sont nés dans les années 40, et j'ai de l'année 40, j'ai du 50, 60, j'ai du 2000. Wow. C'est merveilleux. J'ai quand même une madame qui m'a dit, moi je suis de 1928. Dieu, mais je suis tellement contente. Elle était là avec sa fille, sa petite-fille, son arrière-petite-fille, c'est merveilleux. Et tes parents, au début, sont venus te voir. Et quand ils sont venus te voir au début, est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient inquiets? Est-ce qu'ils n'étaient pas surpris? Je sais pas, je crois, ils étaient fiers. Je me souviens quand même quand mon père venait assister aux examens de l'académie, donc ces trucs avant tout ça. Oui, c'est public. Oui, il venait, mon père me disait, dis donc, j'avais dû jouer le rôle d'une fille facile, et j'étais avec une robe, je devais avoir 17 ans, une robe rouge, du maquillage très mal fait, et je devais être sensuelle. Sauf que j'avais les pieds, je fais du 41 et j'avais les pieds en équerre. Et mon père disait, alors franchement, ça, il y a des choses, il faut quand même faire attention, pointe de pied. Ou bien il me dit, oui, si c'est pour faire ça, alors ça, non. Donc une exigence. Ton papa avait une exigence. J'imagine toujours mon père avec les mains dans le dos, la tête un peu en arrière, à me regarder, à scruter. Il m'a toujours dit qu'il était fier mais c'est vers la fin de sa vie, il m'a dit qu'il était fier de moi sur le pas de la porte. Je suis fier de toi. Hein. Et c'est drôle parce que c'est une phrase que j'ai retenue, mais c'était pas quelque chose qu'on disait. Ma mère disait toujours, j'espère que tu manges bien.
et que tu ne vas pas coucher trop tard. Hein. Il y avait quelque chose de attention, on ne va pas non plus. Ouais, voilà. Mais par exemple, ma mère est venue à l'Olympia, mon père il est pas venu. Mon père il préférait quand je venais jouer à Nivelles dans sa ville, quoi. Et un jour il a râlé parce que je l'ai pas mis au premier rang. Mais je lui ai dit, mais on est très mal au premier rang, on est comme ça, c'est mieux au milieu. Oh là là, il m'en a voulu longtemps. Et quand tout le monde pense que le premier rang, surtout dans nos proches, c'est mais non. Mais non, on est très mal assis. On met à partir du 6e rang. Ah, c'est bien. C'est là. quand on vous place 6, 7e rang. Soyez contents. Ah, c'est le meilleur placement. Et est-ce que quand tu savais que tes parents étaient là, est-ce que ça te mettait un stress ou Oui, pas? complètement. Je me souviens d'un jour où il ne devait pas être là, et puis j'ai entendu mon père rire. Mais non. D'un côté de la salle, et puis ma mère de l'autre côté, ils sont arrivés. Non, ils ne m'ont pas dit, et puis ils sont arrivés en retard. Donc, ma mère était à droite, et mon père était à gauche, et j'entendais, je me dis, c'est mon père, ça. Et puis j'entendais, ma mère, et je leur en ai voulu. Donc, en sortant de scène, j'ai dit, mais écoutez, c'est vraiment pas chouette, quoi. Moi, après, je savais pas que vous étiez là, du coup, je pensais plus qu'à ça. Eh ben, c'est vraiment nul. Et c'était une sortie d'adolescence où on est gêné de ses parents. Et quand des professionnels sont là, est-ce que ça Je ne veux pas savoir qui vient. Ne me donnez pas de nom. Ne me dites pas que truc vient. Moi, quand je veux voir un spectacle, je dis même pas que j'y vais. Je veux pas, parce qu'après, j'ai plus qu'un nom en tête, alors que j'ai quand même plein de personnes. Et tout à coup, il te reste un nom. Amel est là. Amel, j'espère qu'elle rit, j'espère qu'elle passe un beau moment. Oh là là, moi, je veux pas savoir. Je veux pas. Ça m'est égal. Je veux pas. Je m'en fous. Donc, on te dit rien. Non. Ok. On est tous comme ça. Hein. Enfin, la majorité, c'est fou. Ouais, hein. Mais il y en a beaucoup qui disent ils aiment bien parce que du coup, ils vont. Ça les galvanise. Ouais, on y va. La journaliste du monde toi. est là. Toi. C'est pas toi le monde. C'est qui à toi, alors je joue pour toi. Oh my God. Est-ce que tu aimes les surprises? Les surprises? Ouais. Ou quoi, les petits cadeaux, est-ce que tu aimes ça? Ah oui? Ah, je suis à fond. J'adore ça. J'en ai pas souvent. Message pour mon mec. Merci. Ça, c'est bien radiophonique. Oui. Tu as mal aux oreilles? Je demande à l'ingénieur du son parce qu'ils sont très sensibles. Présenté Thomas. On s'est présenté, on s'est embrassé. Ça y est, oui, il s'est passé un truc. Thomas. Il est caché, mais très mal caché, je le vois. Oh, c'est triste, les papiers cadeaux que tu t'époumones à faire correctement. Je les emballe plus, moi. Et tu vas me décrire ce que tu vois comme cadeau. Okay. Alors, je vois. Attendez, je vois rien du tout, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Mets tes petites lunettes. Bernique. C'est un cadre. Oh, c'est Annie Cordy. Oui. C'est Annie Cordy. Quel spectacle c'était? Donc là, elle est assise à Califourchon sur une chaise. Ouais. De son vivant, elle m'aurait dit que c'est quand même pas une position pour une jeune dame. Et c'est dans les coulisses du Lido. C'est en 1958. Elle a des plumes sur la tête, des plumes d'autruche, des perles qui tombent sur son front, un collier de perles brillantes, plutôt des strass, et une petite robe bustier avec des plumes d'autruche aussi de l'autre côté. Elle est toute jeune. Est-ce que tu avais déjà vu cette photo? Non, jamais. Elle est chouette, hein? Elle est géniale. Merveilleux. Oui, Annie Cordy a vraiment compté dans ma vie, mais compte toujours, parce que je suis toujours très proche de sa nièce, Mimi, qui est toujours très honnête avec moi. Ces deux personnes, en fait, je crois que c'est peut-être les seules que je croyais quand elle me disait que c'était bien, c'est que c'était vraiment bien. Et quand c'était pas bien, elle me le disait. Parce que je n'arrive pas à recevoir les compliments, parce que j'ai toujours peur qu'on me mente. Souvent, tu vas voir un spectacle et tu peux pas être honnête complètement. Non. Et tu peux pas recevoir non plus les choses positives. Non, et puis à chaud, tu peux pas débriefer quelqu'un qui sort d'un spectacle, même si tu as aimé moyennement, dire dis donc, ça se fait pas. Non. Enfin, je veux dire... Et tout dépend de la relation aussi que tu as avec c'est l'artiste. Sûr. Ce qui est encore plus chouette, c'est quand c'est rétroactif. Tu vois, tu croises quelqu'un à la pharmacie, tu dis j'avais vu votre spectacle, c'est génial. Oh là là, on t'a sorti de ton contexte. Oui. Alors là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. Tu te dis merci pour tous les moments de doute, je mets ça dans ma poche. Et donc, elle te disait la vérité. Toujours. Elle a vu certains de tes spectacles. Oui. Elle est venue à La Cigale. Elle n'aimait pas du tout la liste des courses. Elle me disait, t'es une belle femme, tu es drôle, tu n'es pas obligée de faire ce genre de choses. Ah, c'est rigolo qu'elle n'ait pas aimé. Ah non, elle n'aimait pas. Ouais. Et quand je l'ai retrouvée chez Michel Drucker sur un plateau, et donc je faisais Annie, et je me balançais simplement en faisant Annie. Elle me disait, oh non, arrête, maintenant tu arrêtes. Mais oui, c'était, voilà. Par exemple, le spectacle là, que j'ai écrit, je lui avais fait lire avant qu'elle s'en aille. Donc, c'est un thème quand même assez
voilà, c'est sur le fait qu'on perd les gens, Oui. et puis on vide un appartement et tout. Et, La mort. oui, la Ouais. mort. Dedans, il y a une Bernadette qui drague dans les cimetières. Je trouvais que c'était une bonne idée, en fait. À un moment, quand t'es vieux, autant aller directement là où il y a de la chair fraîche. Enfin, c'est-à-dire, il enterre sa femme. Il y a un veuf. Tu peux tout de suite, on n'a plus le temps de, voilà, on sait où on en est. Et elle dit, plus facile de draguer au cimetière que à l'épicerie du coin. Ouais. Et voilà, Bernadette, j'en avais parlé avec elle, trouvait ça super. Elle l'a lu, elle m'a dit fonce. Eh ben, j'ai foncé. Bon, je suis contente que ça te fasse plaisir, en tout oui, cas. non, mais vraiment, c'est une... ouais. Mais avec beaucoup de respect, je lui tapais pas dans le dos, c'était Non, Annie je Cordy. sais. Après, je la Ouais. voyais dans le quotidien et tout, et elle me disputait souvent. Enfin, le vent tournait, on est une bande on y allait souvent, et on se marrait toujours parce qu'il y en a un qui prenait une bonne petite bonne vanne, et tu savais que le vent allait tourner, que tu allais de toute façon te choper un truc. Ouais. Moi, c'était on avait fait son anniversaire, et il y avait des bouchons de champagne, et il restait une bouteille avec un fond. Tu le jettes. Et je dis, Annie, je peux pas le garder. Elle m'a dit, pourquoi? Parce qu'il y a plus de bouchons. Il y a plus de bouchons. Je dis, en plus, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Elle m'a pris un couteau, elle a fait elle l'a taillé, elle l'a remis au-dessus. Voilà. Oh ouais, comme ça, oui, évidemment. C'était une grande dame. Hein. Ouais, c'est une chouette personnalité. Personne n'a fait ce genre de choses. Elle a fait beaucoup de tout, en fait, du théâtre, du cinéma. Elle avait ce côté caméléon aussi, où elle osait tout. Comme toi, tu crois que vous êtes devenus amis parce qu'elle se reconnaissait en toi, elle reconnaissait ton énergie. Je peux pas dire que j'étais amie. Je peux pas. J'étais amie, proche. mais c'est. Je vois ça. J'ai eu cette filiation. relation avec Josiane Balasco. Mhm. On n'est pas amis, on se voit pas, mais il y a un tel respect, le fait d'avoir travaillé ensemble et tout. C'est une dame qui compte pour moi, mais j'ai trop de respect pour dire on est potes ou amis. Je comprends. Mais ça, c'est comme si tu possédais un truc et t'oses pas, quoi. Tu vois, tu te dis non. C'est pas une amie, c'est quelqu'un que, voilà, je suis plus amie alors avec sa nièce. Oui. Parce que je pouvais parler de plein de choses, de plus intimes. Je sais pas, c'est... Il y a un truc comme nos parents, peut-être, comme un truc de respect, avec du respect. même si on mange chez eux et tout, mais il y a un truc de... Je l'avais bien l'embêter, j'avoue, pour des trucs cons, quoi. Par exemple, on mangeait tout le temps du Saint-Agur. Et je lui disais, c'est comme du Roquefort. Elle, mais j'aimais pas du tout. Si, c'est comme du Roquefort. Et je savais bien que ça l'énervait. Il y avait des petits trucs comme ça. Saint-Agur. Il y a la bataille Saint-Agur. Oui, quand on allait là, c'était au déjeuner, ce petit plateau, il y avait plein de trucs. Et le Saint-Agur, c'est crémeux. Et je lui disais, c'est comme du Roquefort. Elle disait non. Ça l'énervait aussi. Qu'est-ce que je pouvais aussi, Si je me tenais mal, je faisais des étirements avec elle, parce que j'allais courir, et puis je faisais des étirements, et elle me disait, mais non, pas comme ça. Et 90 balais, et vas-y que je mette le corps en avant, et vas-y que je rattrape mes pieds. Waouh. Mais tu es raide, bon sang, le dos droit. Toujours un petit côté, comme ces petits chiens. Et dis-moi alors, la dinguerie du futur, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De faire un film. Je voudrais réaliser, j'ai envie de porter les gens. En fait, à chaque fois, tu vois, je crois que toi aussi, tu sais, mais non, toi, tu l'as fait, ton film. Mais tu sais comment on fait un spectacle. Moi, je sais très bien construire un spectacle. Maintenant, avec toutes ces années, voilà, j'ai l'habitude et je vois comment je peux faire. Un film, il y a aussi cette confiance, ça implique autre chose. Après, je sais pas si le film est encore je sais pas, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai plein d'histoires dans ma tête et les gens qui ne me connaissent pas peuvent avoir peur de mes idées. C'est toujours comme ça, en fait. Quand je dis je vais faire un spectacle sur le fait qu'on vit d'une maison, tu veux dire mais non, franchement, ça marchera jamais. J'ai une idée d'un film qui peut paraître un peu dur, mais il faut me faire confiance. Il y a de l'humour dedans parce que je trouve que dans la difficulté de la vie, il y a toujours quelque chose de drôle. Donc c'est ça. Mais tu crois que moi aussi je me bagarre là pour d'autres idées de films parce que généralement les productions de cinéma nous prennent pour des saltimbanques. Absolument, des humoristes, stand-uppers, donc ils ne veulent de nous que des pures comédies un peu poète-poète. Et à chaque fois que je montre des idées, on me dit mais c'est super, mais est-ce que ça pourrait être un peu plus marrant et peut-être moins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'on devrait créer notre propre truc. Je suis pas humofilm. Peut-être. Humofilm, pas que. Humo, pas que film. Non, mais tu as raison, il y a un truc à creuser là-bas. Mais dans les castings, toi, un peu justement. À la FBPH, un truc où on s'organiserait, nous, puisqu'on se fait confiance. Moi, demain, tu viens. Et là, j'ai pas assez d'argent, mais tu me parles de tes idées. Je comprends. Je comprends ta musique. Yolande Moreau.
Tu me dis oui. Mais bien sûr. Tu dis que Mais tu l'appelles. Et je capterai que c'est fluide, en fait, que c'est cohérent. Parce que figure-toi qu'en plus, c'était toi et Yolande Moreau. Eh ben, allons-y. Je te jure. C'est parti. On va vendre cette Mais quand idée. tu fais un casting et tout ça, moi, par exemple, là, on m'a appelé, on me fait faire un casting, et puis on me redemande de me revoir, et puis on me l'annule en dernière minute pour dire que je suis trop identifiée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trop identifié, humoriste, et trop... tu passes trop à la télé. Le fait de faire des vendredis tout est permis et des je sais pas quoi et de je sais pas quoi, ça appuie sur le fait d'être humoriste. Mais tu fais plus, toi, tout ça ? Et non. Ah non. Parce que j'ai envie de tourner plus au cinéma. C'est terrible. Hein. Mais parce qu'en même temps, c'est de la promo aussi. Moi, je m'amuse parce que c'est de la ligue mais parce d'impro. que je n'y vais pas à toutes. Voilà. Mais si j'avais un spectacle à remplir, j'aimerais bien y aller. Puis je m'amuse bien là-bas. Mais c'est vrai qu'il faut doser selon ce que tu fais. Puisque tu dois remplir tes salles. Et toi, donner t'es passé à autre chose. C'est ce que je te disais au début. Je trouve que t'as évolué dans de la féminité, dans quelque chose. Oui, pas aujourd'hui. Pas là, non. Et là, d'ailleurs, les amis, j'ai un pot de pêche. Comment on appelle Oui, mais c'est de qualité. C'est de la pot de pêche de qualité, voilà. Ça dit. Hein. Je suis en jogging, les amis. Je suis en jogging. Non, mais c'est vrai. Quand on regarde ton Instagram, il y a quelque chose. Tu vois, moi, je suis encore. Décoiffée, je passe. Chaque fois, je raconte, tu vois, pour venir, j'essaie de prendre le train, faire le vélo, faire attention un petit peu. Oui, mais t'es coquette. Je roule dans de la crotte. T'es coquette aussi. J'ai de la crotte qui est attachée à ma roulette, tu vois. Et je le dis aux gens. Je me dis, c'est pas du tout glamour. Ouais, mais c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. T'es coquette, je le sais. J'ai des petites boucles d'oreilles. T'aimes ça aussi. J'ai toujours vu, hein. Tes petites répétos, tout ça, t'inquiète pas, on capte tout. On capte tout. Mais donc, il faudrait quand même qu'on nous fasse confiance, qu'on n'oublie pas que si on est capable d'interpréter et faire rire, parce que franchement, aller chercher le rire, c'est quand même difficile. Moi, j'adorerais me reposer sur les larmes. Je trouve que vraiment, le rien est tellement plus reposant que la dynamique quand tu dois faire rire. Oh, j'adorerais. J'adore. C'est les moments que je préfère. C'est le suspens de... Et donc, la dinguerie du futur, un film. J'aimerais qu'on me fasse confiance en tant que comédienne, parce que ça suffit maintenant de me dire, à chaque fois que je tourne dans un film, on dit, franchement, mais tu as été extraordinaire, t'es géniale. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je t'adore. Et non, mais c'est vrai, il y a toujours où tu dis, oui, je suis une bosseuse, les gars, je suis comédienne, je suis une bosseuse, je travaille, c'est mon travail. Donc oui, je connaîtrai mon texte, oui, je suis tout le temps à l'heure sur les plateaux, ça n'est pas parce que je fais de l'humour que je dois avoir les casseroles qu'on peut se traîner au rond, c'est pas les cadrer, c'est des gens qu'on ne peut pas gérer. Non, arrêtez avec ça. Non. En revanche, est-ce que tu crois que lorsque on voit, par exemple, sur ton Instagram, le fait que tu sois en tournée, le fait que tu sois, oui, en tournée ou bien pendant 1 mois, 2 mois à Paris. Pas là, on se dit, c'est pas possible. Oui, des fois, je me dis ça. Je me dis, ils doivent se dire, elle est occupée. C'est vrai, mais en même temps, tu vois, je peux pas m'empêcher. Enfin, on nous a toujours dit qu'il fallait pas attendre à côté de son téléphone, tu vois. Donc, on est obligé de créer les choses. Moi, je suis chef d'entreprise, hein. Mais est-ce qu'on crée parce qu'on n'a pas assez de propositions ? C'est vrai que quand on dit, voilà, vous pouvez venir faire ce film. Ah oui, je peux venir samedi, lundi, mais je suis pas là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment qu'on fait ? On fait pas. Peut-être refuser les spectacles que j'ai mis en route, là. Non. C'est bien, cette thérapie. En tout cas, moi, je te souhaite ce film. Et tu penses que tu vas le faire ? Oui, il faudrait que je sois un peu courageuse à ce niveau-là. On m'a déjà proposé de réaliser. Je fais, oui, d'accord. J'ai dit oui encore. Et puis, quand ça devait arriver, j'étais très contente que le Covid arrive. Comme ça, j'ai pas dû le faire. Un truc était déjà écrit, c'est ça ? Oui, c'était écrit. On me proposait de jouer dedans et de réaliser. Je trouvais ça génial. Puis après, je ne sais pas comment on fait. T'inquiète pas, tu trouveras. Tu trouveras. C'est ce que je te souhaite. Des films, toujours de la scène, et j'espère que tu feras de la scène jusqu'à 100, 120 ans, 130 ans. Inch'Allah. Si je me chie pas dessus. Merci de nous avoir écoutés. C'était Virginie Hoc et Amel Chabi. Et gros bisous. Bisous. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.